Bonjour à tous, je vais démarrer en douceur, ça fera venir les derniers, comme vous êtes déjà nombreux, on en profite pour démarrer rapidement. Enchantée, moi c'est Lorraine Gouin, je suis responsable marketing et développement chez Solidatech et je suis aujourd'hui très bien entourée avec à la fois Charlotte et Benjamin de l'agence Ourixa Media. Bonjour à tous les deux. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai l'impression qu'il y avait un petit bug. Bonjour à Bonjour tous. et bonjour à tous. Moi, ça a coupé un peu un moment, mais j'ai repris la connexion. J'ai eu Donc, l'impression aussi que ça coupait de mon côté. Vous me dites, n'hésitez pas à nous remonter dans le chat s'il y a des problèmes de connexion gênants et on essaiera d'arranger ça autant que possible. Pareil, Benjamin ou Charlotte, on se dit mutuellement si on sent que bien ça coupe. sûr. Enchanté tout le monde du coup. Je vais garder la parole un tout petit instant pour vous partager quelques consignes de bon usage sur l'outil sur lequel on se trouve aujourd'hui. Et puis, je vous présenterai rapidement Solidatech avant de passer la parole à Charlotte et Benjamin pour le sujet du jour. Alors, je vois qu'il y a déjà plein de bonnes pratiques en cours puisque vous êtes nombreux comme Loïc à nous remonter, à nous saluer dans le chat. Donc, c'est parfait. Bonjour Stéphane, bonjour Mike. N'hésitez pas à faire de même. L'idée, c'est qu'en effet, vous puissiez communiquer entre vous et avec nous au sein du chat. Par contre, pour ce qui concerne les questions que nous traiterons à la fin du webinaire, je vous invite à ne pas utiliser le chat et à bien passer, s'il vous plaît, par l'onglet Q et R qui est disponible en bas de votre écran. Voilà, le chat, c'est pour dire bonjour, comme continue de le faire Gilles, Pascal, etc. C'est pour échanger aussi éventuellement des retours d'expérience entre associations, c'est souvent apprécié. En revanche, les questions à destination de Charlotte et Benjamin, merci de bien passer par l'onglet Q et R. Sachez aussi que ce webinaire est enregistré et que le replay sera mis à votre disposition dans le centre de ressources Solidatech, on va dire sous 2 jours ouvrés. Et par ailleurs, que Benjamin et Charlotte nous ont mis à disposition aussi leur support de présentation. Donc, ça va bien vous faciliter la prise de notes. Sachez que ce support sera à disposition au même endroit que le replay. Voilà, cela étant dit, je vais partager mon écran pour quelques slides ici même. Et après, on attaquera dans quelques minutes le sujet principal. Donc, Solidatech, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien le programme, on est un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On a été créé en 2008 et en fait, on appartient pleinement à une coopérative d'insertion qui est située dans les Deux-Sèvres et qui s'appelle les Ateliers du Bocage. C'est une SKIC qui est membre du mouvement Emmaüs et dont le cœur de métier concerne plutôt tout ce qui est collecte et réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucherie. Et en fait, on appartient également au réseau international de solidarité numérique qui s'appelle TechSoup, qui est à l'origine une ONG américaine qui s'est déployée un petit peu partout dans le monde. Nos bénéficiaires sont très largement des associations loi 1901, mais on retrouve aussi quelques autres statuts, comme par exemple les fondations RUP ou encore les fonds de dotation. Alors concrètement, comment est-ce qu'on accompagne les associations dans le secteur du numérique? Essentiellement par 3 modes d'action. Le premier et le deuxième que je vais détailler légèrement après, le troisième, pas pour aujourd'hui, mais en gros, on a le côté de faciliter l'accès des associations au numérique, que ce soit en ce qui concerne le logiciel comme le matériel informatique, d'accompagner les structures dans le développement de leurs usages numériques, on verra dans un instant ce que ça entend, et de coproduire et diffuser des savoirs sur la transition numérique des associations. Typiquement, jeudi qui vient, on dévoile au Forum national des associations et des fondations à Paris les résultats de notre étude qu'on mène tous les 3 ans avec Recherche et Solidarité qui s'appelle La place du numérique dans le projet associatif. Voilà, c'est un exemple très d'actualité sur ce qui se cache derrière ce troisième point. Donc, pour revenir sur le premier point, le Solidatech, ça vous propose des logiciels et des solutions en ligne à tarif réduit, en essayant de couvrir autant que possible tous les besoins que peuvent rencontrer les associations.
Donc, ça va vraiment de l'outil de conception graphique à celui de comptabilité, en passant par les antivirus ou les outils collaboratifs, avec aussi bien des grandes solutions internationales type Adobe, Google, Microsoft, etc., que des partenariats locaux, comme c'est le cas avec TalkSpirit, NetExplorer, INSIA, Veit, etc. Et on a aussi la partie matériel informatique, très en lien pour le coup avec les ateliers du bocage dont je vous parlais tout à l'heure et auxquels on appartient. Donc là, vous pouvez retrouver à notre catalogue beaucoup de matériel reconditionné par nos propres ateliers et également une petite part de matériel neuf avec nos partenaires Cisco et Dell. Alors, quand je vous parlais d'accompagnement aux usages du numérique, en fait, on met pas mal de ressources à disposition des structures en toute autonomie. Donc, ça va du centre de ressources dans lequel vous retrouverez notamment le replay de ce webinaire, des newsletters qu'on envoie toutes les semaines, un outil de diagnostic numérique qu'on met à disposition, une plateforme qui recense tout plein de prestataires numériques pour vous simplifier vos recherches ou encore des webinaires comme celui-ci. Et puis, en accompagnement plus individuel, on a toute une équipe support qui répond à vos sollicitations par mail et par téléphone, tout un catalogue de formations sur mesure et certains programmes d'accompagnement sur plusieurs mois qui fonctionnent sur un système d'appel à projet. Dernier slide pour ma part, avant que je passe la parole à mes camarades d'Orixa Media, juste quelques chiffres clés pour vous donner une idée. Solidatech, désormais, c'est plus de 38 000 associations qui se sont inscrites gratuitement chez nous depuis la création du programme. Et ça représente, en termes d'économie par rapport à la valeur marchande des logiciels vendus, plus de 210 millions d'euros d'économie pour le secteur associatif. Et à l'échelle d'une année, pour vous donner un ordre d'idée, c'est par exemple 20 000 réponses individuelles de la part de mes collègues de l'équipe support que j'évoquais tout à l'heure. Voilà pour ma part. Je vous passe, Benjamin et Charlotte, la parole pour du coup le sujet principal du jour, à savoir comment lever des fonds en ligne. Alors, pour ma part, je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez à l'heure actuelle Juste mon écran. petit rappel, comme je vois que beaucoup de gens aussi sont arrivés depuis qu'on a commencé, ce webinaire est enregistré et le replay comme le support de présentation seront mis à votre disposition dans les 2 jours qui viennent dans le centre de ressources Solidatech et vous en serez avertis par mail. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Tout à fait. Eh bien, super. Charlotte, je te passe la main. Parfait. Donc, bonjour à tous. Effectivement, comme on l'a indiqué tout à l'heure, je m'appelle Charlotte Cordel. Je suis, on va dire, directrice de clientèle senior au sein d'Orixa Fundraising depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai eu une expérience sur le terrain, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en France. J'ai également eu une expérience d'un peu plus de 4 ans en agence de conseil en fundraising. Et donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne les associations, les fondations, toutes les structures du secteur caritatif dans le développement de leur collecte, de leur libéralité, de leur notoriété et toute autre problématique qu'elles peuvent avoir. Et pour ma part, donc moi c'est Benjamin, je suis pareil, directeur de clientèle au sein d'Orixa Media depuis plus de 7 mois maintenant. Et avant, j'ai 7 ans d'expérience en collecte de fonds dans une agence française de conseil en collecte de fonds, que ce soit en papier, en marketing direct ou en marketing digital. Et comme Charlotte, j'accompagne les différentes associations, structures caritatives que nous accompagnons chez Orixa Media dans leurs problématiques de collecte, de notoriété, de libéralité, d'acquisition de nouveaux donateurs, de nouveaux contacts. Voilà. Pour faire un premier point sur qui est et qu'est-ce que fait Orixa Media, donc tout d'abord, Orixa Media est une agence de marketing digital, une agence indépendante qui a été fondée il y a un peu plus de 14 ans. Depuis près de 10 ans, on accompagne aussi les acteurs du secteur caritatif. Donc, on a développé vraiment des expertises pointues dans la médiatisation des campagnes de collecte, comme la campagne de fin d'année par exemple, la campagne IFI, mais aussi des campagnes de notoriété, des campagnes d'acquisition de leads, de promotion des libéralités, d'optimisation SEO également, donc tout ce qui va être référencement naturel.
Donc, il y a 2 ans, on a créé la marque, la petite sœur Orixa Fundraising, pour appuyer cette expertise pointue, pour mettre vraiment en avant les solutions spécifiques, les offres spécifiques qu'on pousse auprès des acteurs du secteur caritatif pour répondre à vos problématiques avec des équipes dédiées comme Benjamin et moi, par exemple. Donc aujourd'hui, Orixa Fundraising représente un peu plus de 50% de l'activité de l'agence, pour vous montrer la part qu'on donne effectivement à la marque Orixa Fundraising. On est une agence par ailleurs qui est multi-certifiée Google, Microsoft, Meta, donc Facebook, Instagram, mais aussi sur le display. Ça nous permet tout simplement d'avoir un accompagnement soutenu tout au long de l'année afin d'assurer vraiment le plus haut niveau de performance possible sur l'ensemble des campagnes qu'on peut mener avec les acteurs du secteur caritatif. Si on passe effectivement sur la slide suivante, aujourd'hui, Orixa Fundraising accompagne un peu plus de 60 acteurs sur l'année, que ce soit bien sûr en fil rouge ou lors de campagnes ponctuelles, avec deux gros temps forts qui sont l'IFI et la campagne de fin d'année en novembre-décembre. Typiquement, sur cette fin d'année, sur novembre-décembre, à date, on va accompagner un peu plus de 65 acteurs. On est également partenaire de l'AFF, de France Générosité et de l'IFC qui a commencé aujourd'hui d'ailleurs. Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet du jour, effectivement, l'objectif du jour, c'est de vous présenter comment il est possible de développer votre collecte via le marketing en ligne. Donc, je vais laisser la parole à Benjamin, effectivement, qui va vous présenter dans un premier temps tous les leviers, les différents leviers que compose le marketing digital. Merci Charlotte. Donc, en effet, on va commencer par parler des différents leviers digitaux qui sont à notre disposition et on va commencer par la 3 grandes familles de leviers payants. Alors, le premier levier, c'est le search. Alors, le search, c'est tout ce qui est moteur de recherche et campagne sur les moteurs de recherche. Donc, on a différents objectifs. Alors, les différents moteurs, c'est Google Ads que vous pouvez connaître et Microsoft Ads. Donc, on a 2 objectifs. Le premier objectif via ces leviers, c'est de faire de la prospection, c'est de toucher des personnes qui sont intéressées par vos actions, par votre marque, mais qui ne vous connaissent pas spécialement, et d'avoir une présence sur ces moteurs de recherche. En effet, sur la campagne de fin d'année, pour donner un exemple, 80% de la collecte se fait sur le search et sur votre nom de marque. On a plusieurs objectifs, c'est de protéger votre marque. On a la possibilité de mettre votre base sur ces différents moteurs de recherche pour aller toucher vos donateurs plus facilement et faire du remarketing, c'est-à-dire qu'on va retoucher des gens qui vous connaissent, qui vont vous chercher pour pouvoir vous positionner. Nos KPI, on a 3 KPI, c'est-à-dire quels sont les chiffres, les données qu'on va suivre pour piloter la campagne. Alors, le CPC, c'est le coût par clic. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Donc, voilà, combien on va acheter un clic pour arriver sur votre annonce. Le CTR, c'est le taux de retour, c'est-à-dire quel est le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre annonce quand elle s'affiche. Et après, le ROAS, donc c'est un moyen pour nous de piloter. Le ROAS, c'est le retour sur investissement sur l'achat média uniquement, puisque souvent, on n'a pas accès au coût inhérent de création de la campagne. Donc, nous, on pilote uniquement sur l'achat média. Le deuxième levier, ça va être le social ads. Alors, le social ads, c'est tous les réseaux sociaux qui sont à notre disposition. Donc, le principal qui est Meta, Facebook, Instagram. Mais aussi, tout au long de l'année, on peut travailler différents réseaux sociaux qui, eux, ont des objectifs différents, des cibles différentes. Que ce soit LinkedIn, qui est une cible plutôt professionnelle, Snapchat, TikTok, pour une cible plus jeune et aller chercher des bassins d'audience plus jeunes pour votre communauté. Voilà, donc on a différents objectifs. La prospection et le remarketing, on va pouvoir toucher une communauté qui est très proche de votre champ d'action. On a différents formats, on peut faire de la vidéo, on peut faire du post statique, ce qui permet d'avoir une prise de parole différenciée et de toucher des comportements différents. On peut faire du CRM onboarding comme pour le search, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre votre base de données, la pousser sur ces réseaux sociaux pour aller toucher vraiment vos donateurs, ceux qui sont en base, et leur pousser le message le plus performant possible. Et après, on peut toucher aussi les audiences similaires, les comportements des audiences qui sont déjà en base. Et voilà, les différents KPI, le coût par 1000, donc c'est combien on achète 1000 impressions, 1000 publicités diffusées.
le coût par clic, le taux de retour et le ROS également. Et enfin, le dernier levier qui est peut-être le moins connu, la programmatique. La programmatique, c'est tout ce qui est l'achat d'espaces publicitaires sur Internet, que ce soit les publicités bannières IAB, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la radio, web. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qu'on va parler par la suite. Et donc, on a différents objectifs qui est plus de visibilité, de notoriété, de création de marque. Voilà. Et on va travailler au coût par 1000 et au coût par vue. Le CPV, c'est le coût par vue. Combien on va acheter une vue de vidéo. Donc voilà, on va rentrer un peu plus en détail sur les différents leviers. Donc le premier levier qui est le search. Donc là, on vous a montré un exemple. Alors c'est un exemple qui est plutôt marchand, mais c'est pour vous montrer la richesse des formats que représente le search. Donc on a le shopping ads où là, voilà, on pousse une publicité pour de l'achat. On a le SEA qui est encadré en rouge. Alors le SEA, c'est tout ce qui est budget payant, que ce soit Google Ads et Google Ads Grants. Alors le Grants, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est le budget que Google vous offre par mois de 10 000 $ pour pouvoir faire de la publicité sur son moteur de recherche. Et après, ce qui est en bleu, c'est le SEO, c'est ce que Charlotte a parlé, c'est le référencement naturel qui arrive après le SEA, puisque Google préfère pousser en premier ce qui est payant pour que ça lui rapporte de l'argent. Mais voilà, le SEO est aussi important pour vous, pour travailler, puisque ce n'est pas le même comportement des donateurs, des internautes. Il y a des gens qui vont cliquer directement sur l'annonce, qui ne vont pas faire attention et qui vont cliquer sur une annonce payante, mais d'autres qui ne veulent pas cliquer sur l'annonce payante et vont cliquer sur le premier lien naturel en bleu, le SEO. Donc, si vous n'êtes pas bien référencé également, vous pouvez perdre une certaine part d'audience. Donc, ce levier-là, c'est le levier le plus, Charlotte en parlera par la suite, mais le plus convertisseur, celui qui va vraiment venir convertir en dons vos donateurs et vos intentionnistes, vos nouveaux donateurs. Le deuxième levier, donc le réseau social, voilà, Facebook est le principal réseau pour faire de la collecte aujourd'hui, malgré les changements de comportement, les changements de règles, on va dire, sur Facebook depuis 2021 avec iOS 14 qui ne nous permet pas de pouvoir collecter la donnée comme on le souhaite et donc retravailler le remarketing, c'est-à-dire retoucher les gens qui ont déjà vu la publicité, qui sont déjà venus sur notre univers, que ce soit votre site institutionnel, votre landing page ou votre formulaire de don. Voilà. Facebook reste le levier principal pour faire de la collecte. Et après, on a de nombreux autres réseaux sociaux, comme je le disais à l'instant, qui permettent de toucher voilà, des audiences différentes, de travailler plus votre visibilité, d'engager des audiences plus affinitaires, peut-être plus jeunes, qui permettent voilà, de travailler tout au long de l'année votre notoriété, votre trafic pour développer votre collecte sur les temps forts. Et enfin, le dernier levier payant, on va dire, c'est la programmatique. La programmatique, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de l'expliquer de la façon la plus claire possible et on répondra aux questions si besoin. Donc, la programmatique, ce que j'ai dit, c'est voilà, c'est l'espace publicitaire digital. Ça remplace, on va dire, le 4x3 qu'on a dans les grandes villes et les affichages derrière les bus et aux arrêts de bus. Voilà, c'est tout ce qui est éléments publicitaires sur Internet. Les principales, on va dire, c'est les bannières IAB. Donc, c'est les petites publicités que vous voyez sur les sites Internet, sur le côté ou au-dessus quand vous naviguez sur certains sites. Comment ça fonctionne? En fait, ça se passe, c'est un peu un système d'enchères. On va se positionner sur des espaces publicitaires à un temps donné, à un temps précis, selon le comportement du donateur. On va se dire, on va vouloir enchérir pour dire on veut cet internaute nous intéresse et on va lui pousser notre publicité. Alors, c'est un environnement qui est assez complexe. Comment on travaille? Nous, on travaille avec une DSP. Le DSP, c'est un espace qui regroupe le système d'enchères. Donc, nous, on travaille avec la DSP Google, ce qui nous permet de travailler en synergie avec le search. Et donc, on va venir se positionner selon le comportement de l'internaute en lui poussant la publicité à un moment donné précis et à l'audience la plus précise pour venir travailler votre visibilité, votre trafic. On va avoir une richesse d'audience
et on va pouvoir affiner les expositions selon le comportement sur Internet. Et petit à petit, on va recibler cette audience, on va resserrer cette audience pour travailler la conversion. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, on pourra répondre aux questions si besoin à ce niveau-là. Et voilà, ces 3 leviers sont les 3 principaux leviers payants sur lesquels nous travaillons chez Orixa. Mais je vais parler aussi pour aller plus loin des leviers qui sont à votre disposition, que vous pouvez vous-même mettre en action directement. Donc, les emails et le peer-to-peer. Donc, les emails, voilà, ça permet de développer votre base via des partenaires en prospection, mais aussi de travailler votre relation avec vos navigateurs déjà en base, avec les adresses mail que vous avez déjà en base. Et le peer-to-peer, voilà, ça permet de mobiliser un réseau de sympathisants plus engagés. Et là, on va appeler sa communauté à créer des formulaires de collecte pour développer votre collecte à vous. Donc, les emails, on a trois objectifs par email. On peut faire de la prospection via des bases partenaires. C'est comme, voilà, on va dire, c'est le remplacement de la prospection papier. On va faire appel à des bases partenaires qui vont nous mettre à disposition leurs adresses mail en base et on va pouvoir pousser notre message pour aller travailler, pour aller recruter des nouveaux donateurs, mais aussi développer votre trafic et votre visibilité. On a la fidélisation comme deuxième objectif, c'est voilà, via les cycles relationnels en base de vos donateurs en base, où voilà, tout au long de l'année, vous allez leur apporter du contenu, vous allez prendre contact avec eux, leur demander comment ils vont. Voilà, on va maintenir une relation pour développer la générosité et faire appel à dons sur des sujets spécifiques, sur des temps précis de collecte. Voilà. Et le troisième objectif pour ces cycles relationnels, pour vos donateurs en base, c'est de les transformer. Voilà. Un donateur, quand il a fait un don, l'idée, c'est de lui faire un deuxième don qui continue à faire des dons tout au long de l'année. Donc, voilà, on peut faire via les cycles email, faire de la transformation en donateur régulier pour qu'il puisse vous donner 5, 10, 15 euros par mois. Et vous savez, voilà, vous avez ce vivier en base qui vous apporte une collecte en continu et aussi de venir transformer les potentiels les plus élevés en middle donors, ce qu'on appelle en donateurs à forte générosité qui vont pouvoir augmenter leurs dons. Voilà, upgrader, comme on peut dire, leurs dons et aller, au lieu qu'ils fassent un don, par exemple, de 100 euros, on les amène à faire un don de 200, 250, 500 euros selon le temps de campagne et voilà, de faire grandir sans cesse votre collecte. Et voilà. Et le peer-to-peer, dernier levier que vous pouvez faire activer, c'est voilà, le peer-to-peer, c'est la création par vos sympathisants, que ce soit vos sympathisants en base, mais aussi vos sympathisants sur les réseaux sociaux, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont intéressés par vous, de créer leur propre page de collecte en votre faveur. Donc, ça permet que vos sympathisants puissent communiquer auprès de leurs amis, auprès de leurs connaissances, vos actions et de faire appel à dons pour vous auprès de leur page de collecte, sachant que l'ensemble des dons collectés vous sont réattribués. Ça permet voilà, de toucher d'une façon plus naturelle une audience qui ne vous connaîtrait pas spécialement et qui n'aurait peut-être pas l'occasion de vous écouter, on va dire, de vous connaître, de prendre le temps de vous connaître, puisque ce sont des amis à eux qui vont leur parler de vous. Et voilà, ça permet de développer votre collecte et votre notoriété de façon naturelle et de vous ouvrir à des nouvelles audiences. Donc là, voilà, je vous ai présenté l'ensemble des leviers et maintenant, je laisse la parole à Charlotte qui va les placer sur notre tunnel de conversion. Alors, effectivement, au-delà des leviers marketing que vous a présenté Benjamin, il est aussi important de comprendre leur intérêt, leur spécificité et leur complémentarité. Donc, aujourd'hui, nous, on segmente le tunnel de conversion en 3 grandes parties. Vous allez avoir le haut du tunnel que vous voyez tout en haut, qui vient vraiment servir votre visibilité, votre notoriété. Ça va passer notamment par le référencement naturel, ce qu'on va appeler SEO. Ça va également passer par les stratégies en programmatique, comme la vidéo via YouTube. On va avoir le milieu de funnel. Donc là, le milieu de funnel vient vraiment travailler l'engagement et l'interaction dans un objectif d'apport de trafic qualifié. Et là, ça va passer notamment par les stratégies de programmatique et de social media.
Et puis, tout en bas du funnel, là, ça va venir vraiment servir un objectif de conversion, générer de la conversion via le SIA que vous a présenté Benjamin, qui est Google Ads et Microsoft Ads, puisque là, on va s'adresser aux plus intentionnistes. Donc, il est vraiment important de travailler l'ensemble de ce tunnel de conversion de haut en bas pour vraiment améliorer la durée de vie de vos donateurs. Le marketing digital permet aussi de travailler des parcours qui sont spécifiques à chacune de vos cibles, de bien scinder en fait vos cibles dans des parcours. L'objectif, c'est vraiment de maximiser la valeur de chaque cible en accord avec les objectifs qu'on peut leur déterminer. Donc, typiquement, on ne va pas attendre la même chose d'un donateur, de quelqu'un qui vous a déjà fait un don, que de quelqu'un qui ne vous connaît pas ou de quelqu'un qui est affinitaire, qui s'est inscrit à votre newsletter, par exemple, mais qui n'a pas fait de don. Donc, pour chacune des audiences, il faut vraiment définir un parcours dédié permettant d'atteindre l'objectif qu'on lui aura déterminé afin de maximiser la valeur qu'on va lui déterminer. Donc, le nombre d'étapes et l'objectif visé est vraiment différent d'un profil à un autre, comme vous pouvez le voir. Donc, typiquement, si on regarde tout en bas le profil 1, qui est le profil des donateurs, donc là, on a différents types de donateurs. On va avoir les donateurs ponctuels, on va avoir les donateurs réguliers, qui sont en prélèvement automatique, donc ils vont donner un don mensuel. On va avoir aussi les middle donateurs, les grands donateurs. Et donc, on va attribuer des objectifs différents à chacune de ces cibles, puisque d'un donateur ponctuel, on va attendre de lui à ce qu'il nous refasse un don, mais aussi qu'il upgrade son don moyen. Donc, si la première fois, il nous a fait un premier don à 100 €, l'objectif est bien sûr de le pousser sur un second don à 120 € pour vraiment maximiser sa valeur dans le temps. Un prélèvement automatique, on peut lui demander, par exemple, un don exceptionnel sur la fin d'année. Et puis, un middle donor, l'objectif, là, ça va être d'avoir une relation vraiment privilégiée avec lui pour le retenir dans le temps. Si on regarde le deuxième profil, l'intentionniste, on peut avoir différents profils d'intentionnistes. On va avoir un donateur qui a fait un petit don, mais qui est inactif, qui n'a pas fait de don dans les 24 derniers mois. L'objectif, ça va être de le réactiver. Et puis, on va avoir des personnes qui n'ont jamais fait de don, mais qui ont montré un premier intérêt pour votre cause. Les sympathisants, les visiteurs de votre site, de votre formulaire, de landing page. De formulaire, de landing page. On va avoir ceux qui vous connaissent, par exemple, via vos réseaux sociaux, mais qui n'ont jamais fait de don. Là, l'objectif, évidemment, ça va être de les pousser au premier don. Et puis, le troisième profil, ça va être le affinitaire, quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, mais qui pourrait être appétent, soit à votre cause, soit pour des raisons fiscales. L'objectif ici, ça va être vraiment de l'engager, d'abord de lui apporter du contenu, de lui apporter de l'information, de l'engager sur ce que vous faites, de lui montrer pourquoi ce serait intéressant pour lui de vous faire un don à vous et pas à des structures concurrentes, pour tout simplement, d'une part, l'engager, puis, dans un second temps, évidemment, le pousser au don. Si on regarde donc le tunnel de conversion selon nos cibles, on voit bien que, comme je le disais tout à l'heure, les donateurs, c'est vraiment, on va aller les travailler sur le tunnel en bas du tunnel, donc sur la transformation via le SIA, Google et Microsoft. Les intentionnistes, on va aller les travailler au niveau des réseaux sociaux, donc de Meta, Facebook et Instagram, pour aller chercher de l'interaction, de l'engagement, alors que les affinitaires, on va aller les travailler tout en haut du tunnel de conversion sur vraiment de la programmatique, de la vidéo, du référencement naturel. Aujourd'hui, tous les leviers sont complémentaires. Comme le disait tout à l'heure Benjamin, Grants, c'est réservé aux mots-clés qui sont très spécifiques, au contenu froid, aux actualités. Google Ads, c'est la plateforme à privilégier pour tous les mots-clés concurrentiels et tous les mots-clés collecteurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez collecter, la plateforme à privilégier, c'est Google. C'est le compte qu'il faut travailler en fil rouge, comme lors de temps forts ou comme en temps d'urgence, Microsoft Ads, c'est un autre moteur de recherche, mais qui est beaucoup plus petit en termes d'audience, mais qui va pouvoir travailler sur une audience plus CSP+, plus senior. Meta, Facebook, Instagram, c'est un levier d'engagement qui aujourd'hui est très fort, qui permet aussi de tester différentes approches de communication. Donc, on peut tester des approches visuelles, textuelles, thématiques,
afin de trouver l'axe qui dégage la meilleure rentabilité pour vous, in fine. Et puis le display, donc display qu'on appelle aussi programmatique. Le display, c'est vraiment un levier qui bénéficie à la marque dans sa globalité, puisqu'on va venir travailler sur des formats qui vont prêter à la mémorisation. Vous pouvez le voir, par exemple, sur le site, je ne sais pas, du Figaro, par exemple, les habillages de site, les bannières. Ça va venir prêter à la mémorisation de la marque et donc ça va venir augmenter la volumétrie de requête en SIA. C'est un levier qui est très haut de funnel et qui va venir servir tous les autres leviers. Il faut vraiment le voir en entonnoir. On a mis juste après un exemple de parcours un petit peu type. Donc, si on regarde, on a notre parcours tout en bas. Je commence par le bas ici aussi de donateurs. Donc là, on va être vraiment dans une stratégie de fidélisation. On les connaît. On sait qui ils sont et donc on va aller chercher à les fidéliser et à augmenter la valeur de leurs dons. Ensuite, en jaune, au milieu, on va avoir les intentionnistes. Les intentionnistes, on va aussi aller regarder des indicateurs de performance qui vont être un petit peu différents. Sur les donateurs, on va vraiment maximiser la rentabilité. Donc, on va regarder le don, la valeur du don, le don moyen et la rentabilité sur l'investissement média. Sur les profils intentionnistes, on va venir aussi regarder un petit peu les autres indicateurs de visibilité. Combien de fois notre publicité est affichée, combien de fois quelle est l'interaction qui a été faite avec notre publication, avec notre publicité. Là, on va être dans une stratégie de performance. Donc, on va essayer d'identifier des donateurs à potentiel pour pouvoir les retravailler dans des parcours personnalisés dans un second temps et les pousser au don. Et puis, on a nos profils affinitaires, donc ceux qui ne vous connaissent pas du tout, mais qui pourraient faire un don, comme je le disais tout à l'heure, soit parce qu'ils sont en affinité avec votre cause, mais ils ne vous connaissent pas par manque de notoriété, soit tout simplement parce qu'ils peuvent être intéressés, par exemple, par la défiscalisation. Et donc là, on est encore plus haut dans le tunnel. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller gagner en visibilité, en notoriété, en mémorisation du message. Ça va passer notamment par un travail sur la data, avec notamment la whitelist en programmatique. La whitelist, qu'est-ce que c'est ? En programmatique, on peut tout simplement venir se positionner sur des sites où on pense automatiquement qu'on peut trouver notre audience. Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous êtes une association de confession catholique. On peut penser que votre audience va se trouver sur Bayard. Bayard, puisque c'est Notre Temps, La Croix, Le Pèlerin, etc. Des magazines, des sites où on va avoir une audience catholique très forte. Donc, tout simplement, on va se dire, notre audience se trouve là, on va whitelister, on va se positionner, exposer nos bannières sur ces sites-là pour vraiment identifier un peu les potentiels de personnes qui peuvent s'intéresser à votre cause et ensuite on va les retravailler dans un parcours. Donc typiquement, c'est un exemple de parcours qu'on pourrait mettre en place. Donc comment ça se passe ? La première étape, c'est qu'effectivement, on va aller voir où se trouve notre audience. Donc si je reprends l'exemple de Bayard, la personne, donc on va avoir notre bannière, donc une créa qui est simple sur le site de Bayard et puis l'internaute va cliquer sur notre bannière. Donc, on va dire que Charles est identifié comme un potentiel intentionniste. C'est quelqu'un qui a cliqué sur la bannière, le message publicitaire lui a plu et donc on va le basculer ensuite dans notre parcours. Il passe d'intentionniste à effectivement potentiellement donateur. Donc, on va lui proposer un scénario après un peu plus pushy. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est agressif, mais disons qu'on va lui exposer un second message qui est un peu plus fort. On va lui exposer soit une bannière publicitaire, encore une fois, sur un site, soit sur les réseaux sociaux, et on va le pousser au don. S'il fait un don, il va basculer dans la catégorie des donateurs. S'il ne fait pas de don, on va lui exposer un message un petit peu différent, qui n'est pas forcément lié au don, mais découvrez notre association, découvrez nos combats, découvrez ce qu'on fait dans tel pays, etc. S'il ne clique pas, on lui exposera un dernier message de don. Il restera du coup dans la catégorie des intentionnistes s'il ne fait pas de don.
Et s'il clique, on poussera un nombre de répétitions supplémentaires sur notre bannière pour le pousser au don, puisqu'il a émis plusieurs fois l'intérêt sur vos publicités. Et je laisse la parole à Benjamin sur les différentes pages d'atterrissage. Ouais, merci Charlotte. Donc voilà, on a vu les différents leviers, on a vu les différents parcours et maintenant, je vais vous expliquer vers quelle page d'atterrissage on peut renvoyer l'internaute selon l'objectif. Donc la première page d'atterrissage, c'est votre site institutionnel, c'est votre vitrine de magasin. C'est tout au long de l'année, voilà, vous allez pouvoir mettre en avant toutes vos actualités. Voilà, c'est là où l'internaute va pouvoir vous connaître vos actions, vos missions, vos actualités. Donc, on pourra pousser ce site institutionnel lors de campagnes, on va dire fil rouge tout au long de l'année pour générer du trafic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont venir sur notre site internet. Et voilà. Et après, on va pouvoir les recibler pour pouvoir les retravailler sur la collecte. Ce site institutionnel, c'est là où il y a toute votre histoire, toutes vos actions. C'est vraiment l'élément fort de réassurance. Et ça permet de devenir un référent dans la tête des internautes. Plus votre site, on va dire, est développé, il y a plus d'informations, plus les informations sont mises à jour régulièrement, plus l'internaute, quand il aura besoin d'avoir une information sur une action précise, sur un sujet précis, et ben, il pensera à vous, il ira directement sur votre site. Le deuxième La deuxième page d'atterrissage, alors c'est la landing page. J'ai vu dans les questions-réponses que la question se posait. Donc la landing page, c'est la page de campagne. En fait, on va créer une page spécifique qui n'est pas votre site institutionnel, mais qui est voilà, sur un temps précis de campagne, par exemple sur la campagne de fin d'année où la concurrence est très forte. Il est important d'avoir un sujet précis sur lequel on va pouvoir faire appel à don et de renvoyer l'internaute sur une page spécifique avec un espace clos où il ne pourra pas sortir. Enfin, la seule moyen de sortir, c'est soit de quitter la page, soit d'aller sur le formulaire de don et ne pas se perdre sur votre site institutionnel et donc de perdre l'objectif qui est un, d'apporter du contenu spécifique et deux, de faire transformer en don. Donc, ce genre de page est souvent privilégié sur donc la campagne de fin d'année, l'IFI, le temps fort sur l'impôt sur la fortune immobilière qui est en avril, mai, juin. Ça permet voilà, d'avoir un espace clos, d'avoir les éléments principaux de réassurance sur l'utilité du don, sur l'utilisation de votre don. Et c'est le premier envoi qu'on va faire sur ce type de campagne sur les cibles intentionnistes, sur des gens qui ont mis un intérêt sur vos actions ou sur votre marque et pour développer les stratégies de remarketing et développer le don. Et enfin, la dernière page d'atterrissage qu'on va pouvoir positionner tout en bas du tunnel de conversion, c'est le formulaire de don. C'est, on va dire, la dernière étape, l'étape principale pour recruter des donateurs. C'est le dernier maillon de la chaîne pour transformer. Donc, voilà, par rapport au parcours que Charlotte vient de présenter, ouais, sur une publicité, je fais un don, par exemple, quand l'internaute va cliquer, on va l'envoyer directement sur le formulaire de don pour qu'il puisse faire directement son don et ne pas se perdre encore. L'idée est de permettre à l'internaute de faire le moins d'actions possible pour pouvoir réaliser un don, c'est-à-dire de ne pas visiter plus de 1, 2, 3 pages avant de faire un don et le renvoyer directement vers le formulaire permet ceci. Le formulaire peut être aussi évolutif selon les temps forts de campagne, donc on va pouvoir changer la photo de fond. Là, par exemple, c'est un exemple pour la Croix-Rouge française où leur fond de formulaire est avec cette photo, mais par exemple sur un temps de campagne précis sur la fin d'année, on peut mettre en avant un autre bénéficiaire, une autre photo, et ce formulaire peut être évolutif pour coller au mieux à l'univers graphique de la campagne. L'idée étant aussi que l'internaute puisse, tout au long du tunnel de conversion, puisse suivre le lien dans la prise de parole, dans votre prise de parole, et ne pas se perdre et bien comprendre qu'il est au bon endroit et qu'il n'est pas, entre guillemets, chez quelqu'un d'autre pour pouvoir faire son don. Voilà pour nous. On va peut-être pouvoir répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup à tous les deux. Je confirme que oui, nous avons
des questions. Et puis, n'hésitez pas, si d'autres vous viennent à l'esprit, à les partager dès maintenant dans l'onglet Q et R. Avant de rentrer plus dans le détail, je veux bien je crois que c'était toi, Benjamin, qui parlait à ce moment-là, que tu précises, entre autres pour Julie, ce que tu entendais par base de partenaires. Alors, les bases partenaires, en fait, c'est comment dire, alors on appelle ça, alors le terme anglais, c'est des brokers, on va dire, c'est des sociétés qui ont collecté des données, que ce soit nom, prénom, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, et qui nous permettent de louer, on va dire, la donnée qu'on souhaite pour qu'on puisse envoyer directement un email. C'est la même chose que pour du marketing direct sur la prospection papier où les associations peuvent aller voir un broker, enfin, voilà, une entité qui met à disposition ces données et dire j'aimerais par exemple 100 000 adresses, je dis une bêtise, 100 000 adresses en France sur une cible qui est voilà, appétente à la générosité. Et voilà, est-ce que vous pouvez me louer ces adresses? Donc nous, on va voilà, venir louer des adresses et elles vous les prêtent pour une utilisation, souvent sur l'email. On va pouvoir récupérer cette base et dire, voilà, j'envoie mon email de prospection à cette base. C'est pas de la donnée qui vous appartient, c'est la donnée qui vous est prêtée, qui vous est louée pour pouvoir prendre contact avec des personnes ciblées, une audience bien précise. Je ne sais pas si je suis très clair. Je pense, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à reformuler votre question pour qu'on y revienne. Mais je pense que c'était beaucoup plus concret. Merci beaucoup. On a plusieurs questions, comme notamment de la part de Cilia, qui se demande de manière concrète quelles seraient les premières étapes pour une petite association. Donc, en gros, plutôt voilà, pour pas mal de participants qui sont à la tête d'une petite structure, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place concrètement avec du coup des moyens, sous-entendus, je pense, aussi bien financiers que temporels, en place? Alors, pour une petite structure, la première étape, c'est de se créer un compte Grants, Google Ads Grants. Qui aujourd'hui peut se créer un compte Google Ads Grants et bénéficier des 10 000 $ offerts gracieusement par Google par mois? C'est tout simplement toutes les organisations à but non lucratif ou ONG qui ont le statut d'association loi 1901. Alors, je me permets quand même un petit bémol parce que pour le coup, toutes les structures ne sont pas éligibles à Google Ads Grants et Google se réserve le droit ouais. Oui, alors effectivement, on ne veut pas que ça crée des déceptions. L'organisation ne doit pas être donc une entité gouvernementale, ne doit pas être un établissement de santé, ne doit pas être un hôpital et ne doit pas être un établissement scolaire ou une institution d'enseignement supérieur. Donc effectivement, ça c'est la première étape puisque c'est du budget gracieux. Donc vous pouvez obtenir jusqu'à 10 000 $ par mois de budget gracieux. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une première étape pour maximiser votre visibilité. Donc sur les annonces qui sont payantes aujourd'hui. Malgré tout, effectivement, ça ne permet pas d'être aussi concurrentiel, par exemple sur une fin d'année, que des acteurs qui pourraient du coup dépenser du budget sur Google Ads en payant. Mais c'est vraiment un premier pas dans la porte pour gagner en visibilité. Ça peut se mettre en place assez rapidement. Donc, il faut voir effectivement, vous avez des liens sur google.com qui permettent de vérifier si vous êtes éligible ou non. Ça se fait vraiment en quelques clics. Et puis après, si vous êtes éligible, il faut créer une structure, donc une structure d'annonce où vous allez du coup protéger votre marque, vous allez mettre en place vos thématiques, mettre en place des projets, des actualités, etc. pour maximiser votre visibilité sur les mots-clés qui vous semblent le plus stratégiques pour vous. Nous, c'est un accompagnement chez Orixa Media qu'on peut faire via une offre qui est vraiment dédiée, qui s'appelle l'offre Start, qui commence à partir de 380 € hors taxe par mois, pour vous donner une idée.
Bah, parfait, comme ça répond aussi en effet à d'autres questions qu'on avait sur avoir une idée, une fourchette budgétaire d'un premier accompagnement. Après, merci beaucoup pour ta réponse, Charlotte. Je pense qu'il y a encore d'autres structures, comme c'est le cas de celle de Eve, par exemple, pour qui même Google Ad Grants, ça semble compliqué à l'échelle d'une petite structure, du fait, alors pour le coup, pas du budget que ça demande, mais du temps de mise en place. Après, voilà, ça peut être un arbitrage aussi avec un accompagnement ponctuel, comme tu viens de laisser entrevoir. Ça peut éventuellement aussi être un bon compromis, quelques mois, le temps de se lancer sur le sujet. Il y a Camille qui nous demande si toutes les associations peuvent être bénéficiaires de dons. Je parle sous votre vérification, mais pour moi, la réponse est simple et efficace, c'est oui. Oui, parce que même, on va dire, une adhésion à une association est considérée comme un don, souvent. Oui, l'ensemble, on va dire, il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Mais, ça, à la limite, c'est selon le statut exact de l'association, il y aura ou pas de déduction fiscale et le niveau différent, etc. Mais en tous les cas, dans l'absolu, recevoir des dons, toutes les associations ont le droit de le faire. Alors, ensuite, on avait des questions par rapport de Camille, par exemple, qui se demandait comment faire pour avoir les coordonnées des personnes intéressées par nos actions s'ils ne font que des clics et quelle est la limite pour les contacter en termes de RGPD. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir les identifiants, donc tout est anonymisé. C'est lié bien sûr à la réglementation concernant la confidentialité des données. Aujourd'hui, comment on fait pour retravailler les personnes dans un parcours digital? Il faut que la personne ait accepté la pose de cookies. Donc normalement, sur vos sites, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, il faut mettre un bandeau cookie qui invite l'internaute à choisir la pose de cookies. Donc la pose de cookies, c'est la pose de pixels qui vont traquer, on va dire, différentes choses. Donc, ça va être le trafic, le comportement, etc. Et s'il accepte cette pose de cookies, on va pouvoir le retravailler dans un parcours digital. On n'aura jamais accès à qui il est exactement, mais on pourra le retravailler et dire cette personne-là est arrivée sur votre site, n'a pas fait de don, et on va le retravailler, par exemple, sur Le Figaro, etc., dans son parcours digital à lui pour une meilleure personnalisation. Ensuite, les cookies, ça a une durée de vie de 30 jours en SIA et de 365 jours en display, en programmatique. Donc, en fonction, il faut aussi que la personne ne supprime pas ses cookies entre-temps. Donc, si vous allez dans votre historique de navigation, que vous supprimez tous vos cookies, on perd la personne pour la retravailler dans des parcours. Mais on peut tout à fait le faire aujourd'hui si la pose de cookies est réglementaire sur votre site. Très bien, merci beaucoup. Une question de la part de Kadougia qui aimerait quelques précisions sur les campagnes de dons sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut lancer une campagne de dons sur les réseaux sociaux ? Alors, pour lancer une campagne de dons sur les réseaux sociaux, il faut que vous ayez effectivement votre compte pour gérer les campagnes publicitaires. Et de là, ça se fait assez facilement. Vous pouvez soit choisir une publicité que vous avez publiée sur votre compte en organique, donc vous n'avez pas commencé par diffuser cette publicité via de la promotion, vous avez commencé par diffuser cette publicité auprès de vos fans. Donc, vous pouvez choisir de promouvoir cette publicité, donc d'ajouter un budget et puis après de travailler le ciblage. Donc, il y a différents types de ciblage sur Facebook. Ça va être socio-démographique, donc choisir par exemple le homme-femme, 40 ans et plus, CSP+, dans le cadre des libéralités, ça peut être aussi un ciblage sur les veufs et les veuves. Ça peut être en fonction de votre zone géographique, un ciblage que France, que Île-de-France, que la région PACA, enfin voilà, en fonction de là où vous êtes ou du pays où vous êtes. Et un ciblage aussi lié aux intérêts. Les intérêts, donc philanthropie, association, solidarité, œuvres caritatives, mais aussi liés
à vos thématiques. Donc, par exemple, si vous travaillez, si votre association est dans, je ne sais pas, vous travaillez autour de la maladie d'Alzheimer, donc vous allez regarder les intérêts qui sont liés à la santé, aux soins de santé, à la médecine, etc. Et puis, vous allez, si vous le pouvez, travailler aussi par rapport à la base de données que vous avez déjà. Donc, vous avez votre base de données avec des sympathisants, des donateurs, en tout cas des adresses email. Vous pouvez télécharger cette base de données sur Facebook pour aller chercher des profils qui sont similaires à ceux que vous avez déjà. Ça veut dire que l'algorithme Facebook va choisir des profils qui sont similaires et va exposer nos publicités à ces profils similaires ou retargeter les sympathisants pour les pousser au don. Merci Charlotte. On a pas mal aussi de questions qui concernent plus le détail de vos offres ou des tarifications pour certaines demandes un petit peu précises, etc., qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous va, Benjamin et Charlotte, qu'on inclut dans le mail qu'on enverra avec le replay, etc., aux participants, un lien vers votre site ou un contact particulier, enfin voilà, quelqu'un vers qui se tourner pour avoir plus de détails sur ce sujet? Bien Ouais, sûr. voilà. Hop, la dernière slide, vous avez notre contact par mail. Voilà. Et après, sinon, notre site c'est orixa-media.com/fundraising. Et Oui, voilà, c'est vous avez bien. tous nos contacts et nos numéros de téléphone pour pouvoir voilà, nous contacter. Super. Et on répondra à toutes vos questions, que ce soit sur la mise en place d'une campagne, sur les tarifications. Ça permettra d'avoir des réponses plus ciblées au cas par cas, donc n'hésitez pas à les contacter. Euh, Est-ce que vous auriez une idée pour Guillaume du coût de la location des emails ciblés que tu évoquais, Benjamin, tout à l'heure par les brokers? Alors, ça dépend, on va dire, ça dépend de plein de critères. Il y a l'allocation d'adresse. Alors, plus on va dire que l'adresse est enrichie, enfin, plus la donnée est précise, plus c'est cher. Évidemment. Après, nous, chez Orixa Media, on a des bases partenaires où on travaille entre guillemets à la performance, c'est-à-dire on fait une campagne et on vous assure un certain nombre de trafics, de clics pour un prix donné. Donc, vous savez déjà exactement et c'est nous qui gérons le nombre d'adresses sur lesquelles on envoie. Après, au niveau des brokers, ça dépend du broker. Voilà, on n'est pas broker, donc j'ai pas la tarification précise, mais c'est plus cher. L'adresse email est plus chère que l'adresse postale, par exemple, par 1000. Donc, les 1000 adresses, c'est souvent plus cher en email que en postal. Ça va entre 250 et 3. À l'époque, de ce que je me souviens de mon ancien travail, c'était entre 250 et 300 euros les 1000 adresses email avec l'utilisation une seule fois l'adresse email, c'est-à-dire l'envoi d'un seul email. Merci, Benjamin. On a aussi une question de Thierry. Pour qui, lui, la collecte de fonds en ligne n'est pas tant destinée aux individus, mais plutôt aux fondations et aux entreprises, sachant qu'ils ont un fonds de dotation. Est-ce que la démarche que vous avez expliquée aujourd'hui peut aussi être utile dans ce cas de figure? Alors, ça peut aussi être utile à vraiment spécifier en fonction des cibles. Aujourd'hui, on va accompagner des acteurs, par exemple, avec des cibles entreprises, mais qui vont être, par exemple, des mécènes sur des sujets bien particuliers. Donc ça, c'est vraiment, enfin, je vous invite à nous envoyer un mail spécifique à ce sujet pour voir dans quelle mesure c'est faisable ou non. Après, les leviers de marketing digital restent cohérents. Il faut tout simplement adapter à votre cible et à vos besoins. C'est peut-être pas du volume qu'il faut aller chercher, mais vraiment de l'ultra-personnification, etc. Très bien, merci. Petite question de la part de Yuna, parce que oui, en effet, il faut souvent faire des arbitrages entre toutes ces belles pistes que vous avez partagées. Si on doit choisir un seul canal parmi les suivants pour des raisons budgétaires, lequel promet un meilleur ROI entre search, social ad, programmatique, email?
Alors aujourd'hui, le levier qui est le plus héroïste, donc qui a la meilleure rentabilité, c'est le SIA et c'est Google Ads. Comme je l'indiquais tout à l'heure, dans le tunnel de conversion, c'est celui qui est tout en bas. Donc, tout simplement, il va s'adresser aux plus intentionnistes, ceux qui vous connaissent et qui vont taper sur Google dans la barre de recherche « Faire un don, association XXX ». Donc, forcément, c'est quelqu'un qui est très, très intentionniste dans sa recherche et qui a plus de chances de faire un don. Et donc, c'est là où on a la meilleure rentabilité. Donc, s'il y avait un levier payant à activer, ça serait Google Ads et un levier, on va dire, gratuit pour la plupart des associations, ça serait Grants. Et je rappelle pour ceux qui auraient raté l'info dans le chat qu'on aura justement avec Orixa Fundraising un webinaire entier dédié au sujet de Google Ads Grants parce que c'est tout un sujet à part entière dans quelques mois. Donc, vous en serez avertis si vous suivez nos réseaux sociaux ou nos newsletters. Donc, ne vous étonnez pas, je ne vais pas remonter d'autres questions sur ce sujet-là parce qu'on n'a malheureusement pas le temps et qu'on le traitera à part entière prochainement. En revanche, on a encore le temps pour au moins une ou deux questions. Je vais vous remonter une question de Camille qui peut sembler un petit peu spécifique comme ça, mais qui en fait peut se dupliquer pour beaucoup d'associations. En l'occurrence, eux, c'est une asso intermédiaire très locale. Ils interviennent strictement dans le Gard. Ils doivent recruter leurs clients dans le Gard. Est-ce que c'est rentable et percutant d'investir dans ces outils comme Google Ads à une telle échelle? Alors oui, ça l'est. C'est simplement très restrictif. Donc, on va avoir une audience qui va être très réduite. Donc, potentiellement, on va se donner la possibilité d'avoir des coûts par clic, etc., qui vont être plus chers, tout simplement parce que l'audience est très, très restreinte. Pareil sur Facebook, finalement, on peut faire un ciblage uniquement sur une zone géographique, donc une ville, une région, mais tout simplement, forcément, on se coupe d'une audience large. Donc, on va avoir des coûts qui sont parfois un petit peu plus chers sur les réseaux sociaux ou sur Google Ads, avec des performances forcément réduites sur votre région. Après, il faut voir effectivement, quand on parle d'un centre, d'un hôpital dans une telle région, ce n'est pas forcément la région. On a déjà eu des cas, mais il peut y avoir des donateurs qui sont intéressés pour faire un don qui ne sont pas forcément dans la région. Donc, c'est important, pareil, d'en discuter pour voir ce qu'il est possible de faire. Très clair, merci. On a également une question qui remonte que dans une situation de restriction budgétaire, nos administrateurs nous demandent de rendre des comptes précis et justifiés sur les dépenses, y compris en com et en publicité. Comment mesurer l'impact de ces outils numériques sur le développement de nos activités? Alors, l'impact d'une campagne digitale est assez simple à voir, puisque tout simplement, comme le disait Benjamin, nous, on pilote au ROS, donc au retour sur l'investissement média. Donc, pour 1 euro investi, combien on va collecter? Donc, on va avoir des indicateurs qui vont être liés à ça. Donc, les coûts, le nombre de dons, la collecte, la valeur collectée, le retour sur investissement, le don moyen. Donc là, c'est très simple de voir combien on a investi, combien on a collecté et voir si effectivement en période de restriction, en période d'inflation, d'un contexte national un petit peu particulier, on peut vraiment vite voir où les investissements sont rentables immédiatement ou pas. Sachant qu'il y a des leviers qui ne sont pas rentables immédiatement, mais qui peuvent servir la collecte sur le long terme. Après, c'est des vrais choix politiques internes. Très bien, merci beaucoup. Si je vous propose, comme on arrive à échéance du temps imparti, je me doute que certains doivent nous quitter. Donc, de faire une petite parenthèse pour les remercier de leur présence et leur rappeler que le replay et le support seront à leur disposition dans les 2 jours et qu'ils en seront avertis par mail. Et si ça vous va, Benjamin et Charlotte, on continue juste, on dépasse 5 minutes histoire de traiter encore 2-3 questions. Et puis après, malgré l'engouement en face, il faudra quand même qu'on se quitte. Mais ça vous va? Parfait. Merci aux personnes qui étaient présentes et qui doivent nous quitter et à toutes vos questions.
Et n'hésitez pas si voilà, vous avez notre contact. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre. Alors, on a, ça on l'a partiellement couvert. On a une question de Blandine dont la formulation peut prêter à sourire, mais je vois tout à fait ce qu'elle veut dire par là. Les personnes qui cliquent sur les bannières, ça existe encore? Et donc, Ça on sent existe. voilà, l'intérêt de ce type de publicité, bien sûr. Je me permets, ça existe encore et c'est les bannières qui vont nous générer le plus de trafic, qui vont nous générer le plus de trafic sur notre site. Donc, c'est important pour travailler la notoriété, la visibilité de votre marque. Les bannières, voilà, c'est vraiment le format le plus impactant, on va dire, pour générer du trafic. Et il est important de le travailler quand c'est possible. C'est un budget ça répond peut-être à la question précédente. Enfin, ça complète un peu la question précédente qui est comment justifier les investissements médias digitaux. On peut justifier sur le don, mais on a aussi des éléments tangibles sur la part de trafic, sur le nombre de personnes qu'on a touchées, le nombre de personnes qui sont allées sur notre site, qui ont interagi avec nous. Donc, ça permet, voilà, on va dire, c'est un peu la médiamétrie de télé. On sait combien de personnes, voilà, ont vu notre publicité, combien de fois, combien de personnes ont cliqué. Et on peut, avec les cookies qu'on pose, on peut savoir le temps qui sont restés sur notre site internet, le nombre de pages qu'ils ont vues sur notre site internet. Donc, voilà, on a plein de métriques qui nous permet de suivre, et le display des bannières est le levier principal pour générer du trafic. Très bien. Précédente question, on abordait le sujet des campagnes de dons sur les réseaux sociaux. Là, on a une question un petit peu plus précise de Phonambule sur ce sujet-là et qui s'interroge comment est-ce que c'est possible de rechercher des profils similaires sur Facebook à partir d'une simple adresse mail. Comment, en quelques mots, mais comment est-ce que techniquement c'est faisable? Alors, pour créer une audience similaire, en fait, Meta, donc Facebook, va se fonder sur des informations comme les données démographiques, les centres d'intérêt, les comportements de l'audience. Et c'est à partir de l'adresse mail que l'algorithme va être en mesure de trouver des caractéristiques communes, similaires, pour aller chercher cette audience similaire qui est a priori plus appétente à convertir parce qu'elle ressemble déjà à vos sympathisants ou à vos donateurs. Mais c'est sur la base de caractéristiques communes grâce à l'adresse email que Meta est capable de faire ça. Sachant que c'est RGPD compliant, voilà, souvent la question se pose. Voilà, si vous passez par exemple par un organisme tierce pour mettre ses adresses sur Facebook, cet organisme doit être RGPD compliant et n'a pas accès en direct à l'adresse email. Nous, chez Orixa Media, quand on crée les campagnes sur Meta pour les associations, on a une plateforme spécifique où vous-même vous déposez vos adresses mail. Elles sont hachées, ce qu'on appelle. Elles sont, on va dire, illisibles pour le commun du mortel. Et après, Facebook les récupère. Et puis, c'est Facebook qui fait son travail en interne pour aller travailler des audiences, pour retrouver l'adresse email que vous avez mise et aller travailler les audiences qui ont les mêmes comportements que cette adresse email. Très bien. C'est quelque chose à vraiment avoir en tête, de pas transmettre, même pour vous, de pas transmettre vos bases de données via un fichier Excel, comme cela, l'envoyer par mail, par WeTransfer. Voilà, c'est quelque chose de très important voilà, de respecter puisque voilà, la RGPD est très carré là-dessus et si vous voulez pas avoir le moindre risque, voilà, faut toujours faire attention à ça. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont plutôt de nature humaine et où les Bien outils de sûr. base sont compatibles, mais après, c'est l'usage qu'on en fait. Exactement. Une question de la part de Michel, qui pareil est un exemple un petit peu spécifique, mais qui peut intéresser pas mal, je pense, de structures sur le ciblage d'un type de population en particulier. Lui, en l'occurrence, il se demande quel levier privilégier pour sensibiliser les 24-35 ans.
J'en mettrai deux si je peux me permettre, Charlotte, si tu complètes. Il y a les réseaux sociaux. Alors, moins Facebook maintenant, puisque les 24-35 ans vont moins sur Facebook, mais plutôt Instagram, TikTok, Snapchat, les nouveaux réseaux sociaux, on va dire. Et après, il y a la vidéo avec YouTube qui permet d'aller travailler plutôt de la notoriété, moins de la collecte, mais la sensibilisation ou la vidéo, privilégier le format vidéo, que ce soit sur réseaux sociaux ou sur les plateformes de vidéo en ligne, que ce soit YouTube majoritairement. Euh, voilà. Ça serait les deux leviers à pousser au maximum. Ouais. Et au-delà, effectivement, peut-être du levier, c'est le device. Donc, est-ce on va diffuser notre publicité sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile? Pour cette population spécifiquement, il faut du coup pousser une diffusion sur mobile. On pourrait traduire par le support, en gros. Exactement. Exactement, voilà. Le support, du coup, ça serait plus du mobile. Et puis, pourquoi pas, alors ça dépend de vos objectifs, de votre site, de votre thématique, etc., de votre marque. Mais ce qui va très bien fonctionner aussi, c'est la sponsorisation de posts d'influenceurs. Donc voilà, créer une vraie synergie avec les influenceurs et du coup, sponsoriser les posts qu'ils font pour votre marque. Et typiquement, par rapport à ce que tu disais sur le travail de la notoriété aussi, Benjamin, j'imagine en effet que les deux sont pas mal liés, au moins dans le long terme. Parce que, par exemple, il y a Renault qui se demandait si le don n'était quand même pas principalement lié à la notoriété de l'asso. Bon, j'imagine que oui, c'est en partie lié et travailler l'un peut servir l'autre à long terme. Totalement. Alors après, effectivement, je vous invite aussi à regarder, on a sorti des baromètres, baromètres sur la campagne IFI et baromètres sur la campagne de fin d'année, qui peut intéresser au vu du timing. On a catégorisé en fait les structures en fonction de leur notoriété. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les plus grosses structures, les structures, on va dire, à plus forte notoriété, les mastodontes dans le secteur vont avoir un très fort retour sur investissement parce que beaucoup de volume de dons et des donateurs à valeur. Et ensuite, les plus petites structures, donc la troisième catégorie, vont avoir un retour sur investissement qui va être bon parce qu'elles vont moins investir. Donc, elles vont investir sur des leviers très héroïstes immédiatement. Là où les structures, on va dire, à notoriété moyenne vont investir plus pour aller chercher de nouveaux donateurs et donc une rentabilité qui baisse un petit peu. C'est assez mécanique, finalement. Super. Donc voilà, quand on a une structure à petite notoriété, on peut avoir malgré tout un très beau retour sur investissement. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, bien qu'il nous reste encore des questions non abordées. On a réussi à couvrir des sujets assez variés en complément de votre présentation qui était très complète également. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle que le replay et le support de présentation vous seront envoyés par email sous les 2 jours. Et puis, je donne peut-être rendez-vous à certains d'entre vous jeudi qui vient. On sera présent avec Solidatech sur le Forum national des associations et des fondations. Donc, si vous êtes dans les parages à Paris, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ce sera apprécié. Et puis, vous retrouverez du coup, alors on ne sait pas encore si ce sera Benjamin et Charlotte, les interlocuteurs, mais en tous les cas, Orixa Fundraising, ça c'est sûr, dans quelques mois, comme je vous le disais, pour un autre webinaire dédié cette fois-ci à AdGrants. Donc, n'hésitez pas à suivre nos actualités pour en être informés. Et vous aurez bien, elle s'affiche encore maintenant, mais vous l'aurez dans la présentation à disposition, les coordonnées de l'agence pour aller creuser après vos cas particuliers et voir s'il y a des pistes intéressantes sur lesquelles ils peuvent vous accompagner. Benjamin, Charlotte, est-ce que j'ai tout dit? J'ai oublié quelque chose? C'est parfait. Merci beaucoup et merci pour votre attention. C'était parfois un petit peu technique, donc voilà, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup à tous les deux. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.